Philippe Grimbert, auriez-vous la gentillesse de vous présenter? Finalement, ça n'est pas si simple quand on est amené à se présenter. D'autant que quand on me demande au fond ce qu'on doit écrire sous mon nom quand on me présente, j'hésite toujours entre faire donner la priorité à psychanalyste ou la priorité à écrivain. Ou alors à essayiste, puisqu'au fond je suis les trois. Alors si je pars d'un point de vue chronologique, je dirais je suis écrivain, puisque quand j'écrivais mes rédactions à l'école communale, je m'imaginais écrivain. J'écrivais des nouvelles, j'étais ravi que le professeur de français les lise, les critique, donne son avis dessus. Donc j'avais quelque part, au fond, l'idée que, très présomptueuse, qu'à 10-12 ans, j'étais écrivain. Il se trouve que le destin en a décidé autrement et que mes études m'ont amené à faire de la psychologie, que en classe de philo, j'ai découvert Freud, l'inconscient, la psychanalyse, et que ça a été pour moi une révélation, et que du coup la perspective de devenir écrivain est passée au second plan devant la pratique de la psychanalyse. Il faut dire que j'ai eu la chance de faire mes études autour de mai 68. J'étais en mai 68, j'avais 20 ans et j'étais à Nanterre. C'est là que ça se passait. C'est vraiment là que ça se passait, et c'est là aussi que pour la psychanalyse tout se passait, c'est-à-dire que on courait d'un séminaire à l'autre, celui de Lacan bien sûr qui était très couru et auquel je courais aussi, sans toutefois toujours comprendre ce qu'il y disait, mais en m'imprégnant, comme on disait à l'époque, au séminaire sur les dessins d'enfants de Dolto. Enfin bref, tout ça m'a amené vraiment tout droit vers la psychanalyse. L'écriture est revenue après. L'écriture est revenue après parce que j'avais en effet très très envie d'écrire des romans. Ça restait au fond de moi comme un souci principal. Mais il se trouve que bon, je n'étais pas un écrivain précoce. Alors j'ai commencé à écrire des essais. Donc c'est pour ça que si je me présente, je dirais chronologiquement désir d'écrivain, mais en réalité psychanalyste, c'est ma pratique encore aujourd'hui. Écrivain, ça l'a été, ça n'est pas un métier pour moi. Je suis auteur, j'aime écrire, j'écris des romans, je ne me définirais pas comme un écrivain. Et essayiste, parce qu'au fond, ce sont les premiers livres que j'ai pu publier, sachant d'ailleurs, c'est très amusant, que mon premier essai qui s'appelait Psychanalyse de la chanson, la première station de radio qui m'a invité à en parler, c'est Fréquence protestante. C'est un hasard assez amusant de m'y retrouver aujourd'hui, un joli anniversaire. Voilà, donc j'ai commencé à écrire des essais et je suis donc devenu d'abord essayiste. J'ai choisi de parler de sujets qui m'intéressaient, que la psychanalyse traitait peu, des sujets relativement quotidiens, la chanson, la cigarette, le tabac, l'humour. J'aimais beaucoup aller à la surface des choses d'abord pour ensuite plonger beaucoup plus profondément, plutôt que l'inverse. Est-ce qu'au fond, le point commun entre ces trois activités n'est pas de comprendre autrui et leur motivation? Bien sûr, bien sûr. Je crois que c'est quelque chose qui est profondément en moi et que le roman, l'essai, en effet, et évidemment la pratique de la psychanalyse sont des moyens d'aller au plus profond de l'individu. Ce que j'aime chez l'autre, c'est assez typique chez moi, je ne suis sûrement pas le seul d'ailleurs, c'est ce que j'aime en l'autre, ce sont ses failles, ses blessures, ses fragilités. Je n'écris pas des romans avec des héros glorieux, j'aime beaucoup les héros fragiles, et je crois que c'est quelque chose qui probablement est dû à ma personnalité, à ce que j'ai vécu moi-même, forcément. Je crois que j'ai été un enfant et un adolescent assez inquiet, fragile, tourmenté, assez heureux matériellement, et même entouré d'amour, mais quand même quelqu'un d'extrêmement angoissé. Et je crois que ça m'a donné une grande sympathie, une grande capacité d'empathie pour ceux qui souffrent de ce genre de symptômes. La littérature, pour vous, c'est un moyen d'embellir le réel ou de l'oublier?
Je crois que c'est quand même... je réfléchis parce qu'en effet, embellir le réel ou l'oublier. Non, sûrement pas l'oublier. Je crois que c'est quand même l'embellir. À en juger par ce que j'ai écrit, je ne suis pas quelqu'un qui a une imagination formidable. Je pars toujours d'un point de réel, justement, réel de mon histoire en général, ou réel de ce que ma pratique m'a apporté. Et en effet, je m'aperçois que, sans le vouloir, mon projet initial n'est pas d'embellir le réel. Mais je m'aperçois que chaque épisode de notre vie, lorsqu'on a la chance d'avoir la capacité de l'écrire, devient beau. C'est-à-dire que ça devient un récit assez épique, souvent, alors que ça pourrait ne rester qu'un épisode banal de votre vie. Il se trouve que j'ai évoqué l'histoire de ma famille dans Un secret, j'ai évoqué une amitié passionnée, tumultueuse et dramatique dans La mauvaise rencontre. J'ai évoqué ma proximité avec les jeunes atteints d'autisme dans Un garçon singulier. Donc, il y a toujours quelque chose petit cordon qui me rattache à ce que j'écris. Et cette amitié, on pourrait juste dire, ben voilà, j'étais très ami depuis l'enfance avec un garçon qui ensuite a eu des troubles psychiques très importants. Et voilà, ça serait une partie de ma vie. Il se trouve que j'ai eu envie d'en faire un roman, ce qui a fait de cette histoire un véritable récit dramatique. Donc on peut dire en effet que je l'ai embelli. Quel est le déclic qui fait que tout à coup vous avez envie d'écrire un roman plutôt qu'un essai? Et bien sûr, je laisse de côté la psychanalyse qui est votre pratique quotidienne. Qu'est-ce que c'est le déclic? Comment je pourrais vous raconter. Je dirais que pour chacun de mes romans, il y a eu un déclic particulier, singulier, vraiment un événement qui m'a lancé dans l'écriture. J'ai toujours eu envie d'écrire et il se trouve que quand j'avais 18-20 ans, mon ambition et mon narcissisme démesuré me faisaient penser que j'allais devenir à 20 ans l'écrivain le plus célèbre du monde qui écrivait comme personne n'avait jamais écrit. Ce genre d'ambition qu'on cache un peu et que là je livre sans pudeur. Mais alors fort de cette idée et surtout avec le fait que j'avais beaucoup de sympathie pour le nouveau roman à l'époque qui était Nathalie Sarraute, Claude Butor, Claude Simon, vraiment des gens dont l'écriture me fascinait. J'avais l'ambition d'écrire comme eux. Qu'est-ce que je dis comme mieux qu'eux, bien évidemment. Alors j'ai livré chez les éditeurs des romans extrêmement ambitieux, des fourre-tout philosophicaux, psychanalyticaux, abstraits, qui bien sûr m'ont valu les fameuses circulaires. Monsieur, nous avons lu avec beaucoup d'intérêt votre manuscrit. Malheureusement, il ne correspond pas à notre ligne éditoriale. Donc il a fallu. Donc cette rencontre-là n'était pas féconde du tout. J'étais plutôt embarrassé par mes identifications avec des auteurs célèbres. Il fallait m'en débarrasser. Alors, je crois que ce qui m'en a débarrassé, déjà, c'est la psychanalyse. Parce que, comme vous le savez sans doute, pour devenir psychanalyste, il faut s'allonger soi-même quelques siècles sur un divan pour aller le plus au fond possible de sa propre problématique pour pouvoir aider et débroussailler celle des autres. Et ça, je crois que ça m'a aidé à me débarrasser de ces identifications encombrantes. C'est-à-dire le spectre de tous ces auteurs, pas seulement le nouveau roman, mais l'ancien aussi. C'est-à-dire que, et Balzac, et Flaubert, et tout, et Proust, enfin bon, il fallait que je me défasse comme on enlève les peaux d'un oignon pour arriver à quelque chose à mes larmes, à moi, vraiment, puisque j'utilise la métaphore de l'oignon. Il y avait vraiment quelque chose là. Et puis, ensuite, il fallait que un sujet de roman s'impose à moi. Alors, je peux vous raconter une petite anecdote, si vous voulez bien. C'est celle qui m'a valu la publication de non pas de mon premier roman, mais la première publication d'un de mes romans. Je faisais une formation dans mon domaine, la psychanalyse, et j'étais dans un quartier de Paris que je ne connaissais pas. Et chaque jour, en allant à cette formation, je passais devant la vitrine d'un magasin qui s'appelait Poème. Et dans la vitrine duquel était accrochée une petite robe blanche merveilleuse. Une robe blanche de petite fille avec 3 roses blanches à l'empiècement. Quelque chose qui me laissait rêveur. Et chaque jour, j'avais rendez-vous avec cette petite robe jusqu'au moment où le stage s'est terminé, où je me suis dit, il faut que je fasse mes adieux à cette petite robe. Pourquoi ne pas l'acheter? J'ai hésité sur le seuil du magasin et j'ai renoncé. Mais au moment où je renonçais, une petite phrase la plus simple qu'on puisse imaginer, une phrase de 2 mots, 2 mots de 2 lettres chacun. Et si j'étais rentré dans le magasin? Et si j'avais acheté cette robe? Et alors là, il s'est passé quelque chose d'un peu miraculeux, je dirais, c'est que je suis rentré chez moi et j'ai commencé à écrire mon premier roman publiable
La petite robe de Paul. Et ce roman m'a été, on le dit parfois avec une coquetterie littéraire un peu affectée, j'ai été dicté. Quelque chose, en effet, se déroulait presque à mon insu. Je commençais chaque chapitre sans même savoir jusqu'où il allait me mener. J'étais à la fois lecteur et auteur de mon livre. Et ce roman-là, évidemment, qui était écrit, dépouillé de tous les artifices que j'utilisais avant, a trouvé son éditeur très rapidement chez Grasset. Et ça a été le début de la grande aventure. Donc c'est ce déclic-là qui m'a lancé dans l'écriture. Vous avez évoqué, Philippe Grimbert, le fait que vous avez dû vous-même vous faire psychanalyser. Est-ce que cet exercice enlève toutes les ombres d'un personnage ? C'est ce qui fait peur. Et je me souviens encore des angoisses que nous avions, jeunes étudiants, nous disant, mais si mon analyse va jusqu'au bout de ce que je suis, aurais-je encore une faculté créatrice? Aurais-je encore quelque chose de créatif en moi, puisque je serais allé jusqu'au fond de ce que recèle mon inconscient? Non, c'est une erreur. En réalité, la psychanalyse libère de ce qui vous entrave. Elle n'entrave pas ce qui aurait pu vous libérer. Non, c'est absolument le contraire. Non seulement ça lève les inhibitions, c'est-à-dire que j'ai pu écrire avec ma propre voix, ce qui était quand même important, plutôt qu'avec la voix des autres qui étaient mes maîtres et mes idoles. Et j'ai pu donc me libérer de toutes ces identifications à des auteurs célèbres. Et puis, comme je vous le dis, ne pas craindre de faire entendre ma propre voix que je cachais sous des formules savantes, sous des livres et des pages incompréhensibles qui me faisaient me considérer moi-même comme très intelligent parce qu'incompréhensible. Mais il vous est resté beaucoup de bagages intimes, tout de même. Ça fait très peur, cette idée que quelqu'un pourrait vous enlever ce qui vous constitue. Je crois que l'inconscient est quand même un puissant fond, c'est-à-dire qu'il y a toujours, au-delà de ce qu'on a cru comprendre, un au-delà du savoir sur soi-même qui fait que la psychanalyse est un formidable outil, un connais-toi toi-même, pour moi, absolument irremplaçable. Mais je crois que ce serait une erreur de penser qu'elle va nous enlever ce qui fait vraiment notre désir, le désir le plus profond que nous avons. Chez moi, le désir d'écrire, par exemple. Non, il y a toujours quelque chose comme c'est une mine que l'on peut creuser en permanence. Est-il inconcevable que chacun soit à vie son propre psychanalyste ? Il a bien fallu, en ce qui concerne Freud, qu'il soit son propre analyste pour inventer la psychanalyse. C'est ce qu'il a appelé l'auto-analyse. C'est quelque chose qui est possible, mais je dirais quand même que si on se livre à cet exercice qui peut s'appeler introspection, méditation, pourquoi pas. C'est quelque chose quand même qui a ses limites dans la mesure où vous n'avez pas une oreille impartiale qui peut vous renvoyer ce qui se dit dans ce que vous dites et dont vous n'êtes pas conscient. C'est très important. Alors bien sûr qu'il y a un travail d'introspection. Je ne conseillerais pas à tout le monde d'aller en analyse, encore que j'allais dire que ça ne peut avoir que des effets positifs. Ça ne peut pas faire de mal, pour parler simplement. Mais il n'y a pas de doute que, vous savez, c'est un peu cette image tronquée que l'on a de soi-même quand on se regarde dans le miroir. Je crois qu'on est capable de faire ses propres retouches, c'est-à-dire de ne pas voir où sont les défauts. Et dans ce discours, il y a quelqu'un qui parle, un sujet au fond de vous, dont vous n'avez pas forcément conscience de ce qu'il est, de son désir profond. Et il faut quand même un miroir, mais un miroir qui réfléchit vraiment pour vous renvoyer votre propre image. Vous seriez d'accord avec Rimbaud qui dit « je est un autre » ? Mais absolument, absolument. Les poètes sont formidables dans leur intuition puisqu'ils disent des choses que la psychanalyse mettrait des années à exprimer. « Je est un autre ». Il y a un autre en nous, cet autre que Lacan d'ailleurs a appelé, pour dénommer l'inconscient, le grand autre. C'est aussi donc « je est un autre » absolument. Rimbaud avait raison. Je suis frappé, Philippe Grimbert, probablement c'est un poncif. Quand j'ai eu la chance de vous rencontrer, et bien sûr aujourd'hui où je vous questionne, j'aurais pensé me trouver en face d'une personnalité sombre, obscure, même dans l'apparence légèrement lugubre, et vous paraissez être un miracle d'urbanité et d'incarnation française. Est-ce que on peut cacher toutes ces préoccupations, ces obscurités, ces orages ?
Vous savez, je crois que si je suis quelqu'un d'urbain et de sociable, ce que je suis, j'en suis sûr, je crois même, c'est toujours difficile de dire ça de soi-même, avoir de l'humour et être quelqu'un qui aime rire et surtout faire rire, c'est probablement parce que je suis allé le plus loin possible dans l'exploration de mes abîmes, de mes difficultés. Il y a dans un livre que j'ai écrit qui a eu la chance d'avoir un très beau succès, c'est Un secret, où je raconte l'histoire de ma famille et de l'héritage douloureux qui a pesé sur mes épaules pendant toute mon adolescence. Je pense que le fait de l'avoir rendu public et surtout d'en avoir fait une œuvre, un livre, et encore plus un livre qui a eu du succès, ce qui est un paradoxe, c'est-à-dire que la part la plus secrète de votre existence devient la part la plus publique et même cause d'un succès, c'est quelque chose qui intellectuellement est une grande jubilation. Et je pense que c'est très certainement cette façon d'assumer cette part sombre en faisant une œuvre d'art, c'est très présomptueux de le dire comme ça, en tout cas en faisant une œuvre littéraire, c'est ce qui me permet, je crois par ailleurs, non pas de la masquer, mais d'en être complètement allégé, puisqu'elle est là quelque part, lisible par tous. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mozartien dans votre attitude, cette volonté de paraître gai dans la vie et heureux et de ne pas encombrer l'autre avec des préoccupations que vous gardez en vous-même ? Mais sûrement parce que j'aime beaucoup la formule du gai savoir, c'est-à-dire que quel que soit le domaine auquel je m'intéresse, j'aime que ce soit sur un mode léger, amusant, instructif évidemment, mais attractif aussi. Et je crois, j'espère avoir réussi dans mes essais. Le titre vous montrera, les titres vous montreront à quel point, en effet, je joue sur la légèreté, puisque j'ai écrit un livre sur la chanson qui s'appelle Chantons sous la psy, ce qui est une façon, en effet, peut-être mozartienne de chanter sous la pluie. Et puis un autre qui s'appelle Pas de fumée sans Freud. Et j'ai très envie, quand j'écris un essai, de ne surtout pas écrire les essais qui m'ont assommé quand j'ai étudié moi-même la psychanalyse. C'est-à-dire d'être dans la légèreté et de partir du léger pour arriver au plus intime, au plus profond. Donc il y a ça en moi, cette appétence pour la gaieté. Alors que, au fond, en effet, je suis quelqu'un de plutôt pessimiste. J'ai souvent des pensées extrêmement sombres, je peux me laisser aller à la délectation morose de la dépression, mais je ne crois vraiment pas faire semblant quand je suis en société. Vous n'avez jamais eu peur d'apparaître léger aux yeux des obtus et des pontifiants? Que j'en ai eu peur ou non, c'est arrivé. C'est-à-dire que dans le monde de la psychanalyse, je peux pas dire que je sois extraordinairement reconnu, précisément peut-être parce que je joue avec cette légèreté qui peut faire penser que je survole les choses. C'est possible. Vous savez, c'est ce que vous disiez tout à l'heure à propos de moi et au fond de ce que vous pouviez imaginer de moi avant de me connaître, sachant que j'ai écrit des livres plutôt sombres, en tout cas les romans. Les essais sont plus légers, je pense plus humoristiques. Mais vous aviez l'image de quelqu'un qui pouvait se présenter en accord avec ce qu'il a écrit, c'est-à-dire quelqu'un d'écrasé un peu par le poids du destin. Je vais souvent dans les collèges et les lycées parler de mon livre, puisque j'ai la chance inouïe que ce livre, Un secret, soit étudié par les collégiens ou les lycéens. Et je m'aperçois que, précisément quand j'essaye, en face des lycéens, de me montrer léger et humoristique, je ne fais aucun succès. Il faut que je sois conforme à l'image qu'ils attendent de moi, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit avec son stand. Vous avez évoqué, Philippe Grimbert, à plusieurs reprises, et c'est normal, Un secret. Pouvez-vous nous dire un mot de ce texte qui a un succès considérable? C'est quelque chose qui... l'idée d'écrire ce livre m'est venue d'une façon... On parlait des déclics tout à l'heure, je vous ai raconté la rencontre de Paul avec cette petite robe dans la vitrine. Je suis devenu Paul à ce moment-là. Pour Un secret, il y a eu autre chose. Je connaissais l'histoire de ma famille, histoire douloureuse, puisque en effet, mon père a perdu sa première épouse et son fils pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont été déportés, gazés et assassinés à Auschwitz. Donc c'est une histoire extrêmement douloureuse qui m'a été cachée parce que, j'allais dire par amour.
Il ne s'agissait pas du tout de me mentir ou d'une malveillance quelconque. C'est que, comme beaucoup de parents, un traumatisme est caché aux enfants en se disant que leur raconter leur ferait trop de mal. C'est une erreur puisque c'est le contraire évidemment qui se passe, c'est de ne pas le dire, qui a des effets extrêmement nocifs. J'ai beaucoup travaillé sur cette question du secret de famille et de ce que ça peut générer comme trouble chez un enfant qui à la fois sent qu'il y a un secret et ne le sait pas et ne peut pas mettre de mots dessus. C'est ce qui, en général, le rend malade. Donc, je connaissais cette histoire, et puis, bien sûr, sur le divan de mon psychanalyste, vous imaginez bien que cette histoire était au centre de mon analyse personnelle pendant assez longtemps. Sauf que l'idée d'en faire un roman, d'en faire un livre même, ne m'était jamais venue. Ce n'est même pas que je m'en empêchais, c'est que je n'avais pas pensé. Comme souvent, une histoire familiale fait partie de ce que vous êtes, de votre vie. Ne vous dites pas que ça pourrait faire, quelle horreur de le dire comme ça, un bon roman. Mais il se trouve que c'est quand même ce qui m'est venu un jour, avec une histoire assez incroyable, puisque j'ai une maison en Seine-et-Marne à côté d'une propriété qui a été celle de la fille de Pierre Laval. Donc, et dans cette... la fille de Pierre Laval... elle est la fille de Pierre Laval, elle n'y peut pas grand-chose, sauf qu'elle était quand même l'ambassadrice de charme de son père auprès des autorités d'occupation. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que dans le jardin de cette propriété, dans le parc, c'est un château, l'ancien château ayant appartenu au marquis de Lafayette, qui était alors plus récemment la propriété du comte de Chambrun, dont José Laval était l'épouse, et j'avais repéré dans le parc un petit cimetière avec des tombes, des stèles, et j'avais très envie d'aller voir de plus près. Il se trouve que par chance, il y avait une brèche dans le mur qui m'a permis de rentrer par effraction dans cette propriété, d'aller de plus près voir ce qu'étaient ces tombes. Et à ma grande stupéfaction, j'ai vu que c'était des tombes de chiens, et des tombes en dur, non seulement en dur, mais avec les noms des chiens gravés, et... je rassure toujours les amis des animaux dont je fais partie pour dire que ça ne me choque pas qu'on fasse une sépulture à un animal qu'on a aimé. Mais dans ce lieu-là, ces tombes avaient quand même un parfum très particulier. D'autant qu'il y avait écrit sur certaines stèles le nom du chien, sa date de naissance et sa date de mort, ce qui est déjà plus rare, ce qui en fait des tombes d'enfants, j'allais dire, puisque les chiens vivent ce que vivent les enfants, 12, 13, 14 ans. Et puis des dédicaces du style « Le chien aimé » du président Laval, de mourir est la seule peine qui nous est faite, des épitaphes très touchantes. Sauf que dans ce lieu, et sachant que j'avais eu ce frère, demi-frère, disparu en fumée dans le ciel de Pologne sans jamais avoir eu de sépulture, évidemment, il y a eu quelque chose qui s'est passé en moi. Alors cette fois-ci, la phrase était un tout petit peu plus longue. Non, pas plus longue, c'était 2 mots aussi. Le deuxième étant un peu plus long, ce n'était pas... Ce n'était pas « et si », c'était « il faut ». Il faut que j'écrive quelque chose. Je crois que j'ai réagi à un mouvement qui, spontanément, en voyant ces tombes, j'ai eu un mouvement agressif du style, vous savez comment on fait aujourd'hui, taguer ces tombes ou les détruire. Et puis il m'a semblé qu'évidemment le livre était une beaucoup plus belle façon de donner une sépulture à ce petit garçon qui n'en avait jamais eu. Voilà. Donc c'est l'élément déterminant qui m'a lancé dans l'écriture d'un secret. La littérature, donc, par moment, est plus qu'une consolation, est une obligation. Oui, là, oui, absolument. Quand je vous dis que la phrase qui s'est imposée à moi, c'est « il faut », là aussi, je suis retourné chez moi et j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire avec cette histoire, avec cette visite dans ce petit cimetière de chiens, et j'ai embrayé évidemment sur l'histoire familiale et sur ce qu'on m'avait caché, en insistant à la fois, je vous le dis, sur la construction d'un tombeau pour ce petit garçon, tombeau, et aussi pour mes parents qui n'étaient plus de ce monde à ce moment-là, tombeau ayant en français le mérite d'avoir un double sens formidable. C'est à la fois la sépulture et l'hommage, le tombeau de Couperin. Voilà, donc j'ai érigé un tombeau à ce petit garçon et à ses parents. Au-delà des secrets de l'enfance, Philippe Grimbert, dans la vie sociale, à votre avis, faut-il tout dire ou taire par politesse? C'est une grande question. Peut-être que faut-il tout dire, je répondrai non, paradoxalement.
Parce qu'on pourrait penser qu'avec mon expérience personnelle, dont j'ai fait une expérience théorique, c'est-à-dire quels sont les risques qu'il y a à taire à un enfant, un événement dramatique de la famille, 1 ou 2 générations avant, pourquoi pas. Je dis qu'il y a un risque parce qu'en effet, on sait, c'est très intéressant de voir ce qu'on appelle les malédictions familiales, par exemple. Vous savez, ces familles où chaque génération, il y a un suicide ou une mort violente. Et on se demande toujours, mais qu'est-ce qui se passe? Alors on peut imaginer ça de façon métaphysique ou même, pourquoi pas, fantastique. Alors qu'en réalité, malédiction porte en soi sa définition. Ça n'a pas été dit, ça a été mal dit. Et ce quelque chose-là, de génération en génération, provoque ces ravages. Alors là, dans ce sens-là, il faut non pas tout dire, mais il faut dire ce qui risque en effet d'avoir des conséquences funestes sur les générations suivantes. Ça, oui. Tout dire non, parce que nous sommes dans une époque compliquée où les réseaux sociaux, ou la presse, ou les confidences font que il y a une sorte de transparence, de devoir, parler de devoir de mémoire, là, c'est le devoir de transparence qui a ses effets pervers incroyables. C'est-à-dire que on a le sentiment que certains parents pensent qu'ils doivent confier à leurs enfants toutes leurs angoisses, y compris leurs difficultés sexuelles avec leur époux. Enfin, et ça, alors, en effet, on est dans le domaine où non, il ne faut pas dire. Chacun doit avoir aussi son jardin secret, son intimité, et la seule chose qu'il faille dire, c'est celle qui risque, en effet, c'est une délicate balance, hein. C'est difficile de calculer ce qu'il faut dire ou ne pas dire. N'empêche que c'est à la discrétion de chacun, mais je pense qu'on peut assez bien voir ce qui risque d'avoir des conséquences sur les générations suivantes. Que diriez-vous à mon sens, de cette belle phrase du père de Camus, « Un homme, ça s'empêche ». C'est une belle phrase, hein, c'est vrai. J'ai le sentiment, quand vous le dites, moi ça résonne très fort en moi. Je veux dire, je passe aussi ma vie à m'empêcher, mais c'est très fidèle finalement à ce que Freud aurait pu appeler la névrose ordinaire. C'est-à-dire que nous sommes tous des névrosés ordinaires. C'est-à-dire que la société, notre éducation, notre vie est faite d'empêchements, de renoncements, d'empêchements importants dont nous devons faire le deuil. Mais il y a beaucoup de deuils qui sont, comme disait Dolto, symboligènes, c'est-à-dire qui permettent d'avancer. Au fond, notre vie n'est faite que de deuil que nous avons fait du sein maternel, de nos parents, de s'affranchir à chaque fois d'une étape de la vie comme ça pour pouvoir avancer. C'est quand même aussi triompher d'un certain nombre d'empêchements. Mais il est vrai que les empêchements sont légion sur le chemin de notre vie. Vous avez, avec Un secret, eu la chance de voir adapter ce grand livre par le cinéma. Vous pouvez nous dire un mot sur les rapports que vous avez vécus entre cinéma et littérature ? Alors en tout cas, ce que je peux dire en ce qui concerne mon expérience personnelle avec Un secret, c'est que en tant que lecteur, je ne suis pas quelqu'un qui se précipite sur les adaptations cinématographiques des livres qu'il a aimés. Bien au contraire, je les éviterai plutôt. Donc on pourrait penser que je suis paradoxal puisque j'ai accepté qu'on adapte mon roman. Mais il se trouve que quand un cinéaste que vous appréciez, que vous admirez, comme Claude Miller, vous dit qu'il a envie de faire un film avec votre livre, il faut bien le dire, vous êtes très content. Donc j'ai été extrêmement ravi. Et c'est quelque chose qui s'est passé en 2 temps. Il y a eu le moment de l'exaltation de se dire que ce roman allait devenir un film, parce qu'on sait bien que ça donne une autre visibilité à un roman, si toutefois on n'oublie pas que c'est un roman qui a donné naissance au film. Et Claude Miller a fait en sorte qu'on ne l'oublie jamais. Ça a même relancé l'intérêt pour le livre. Et puis vient le moment où on vous apprend la distribution, par exemple. Et où tout à coup, vous êtes face à ce paradoxe que des gens que vous avez connus vont être interprétés par des gens connus. Et c'est pas du tout le même connu dont il s'agit. Et il y a quelque chose de très troublant quand tout à coup on vous annonce que Cécile de France sera votre mère et Patrick Bruel votre père. Il y a évidemment un télescopage avec les images que vous avez de vos propres parents. Et là, ça devient un tout petit peu difficile. Et puis, 3e temps, le film a lieu, le film se fait, c'est un beau film, il a beaucoup de succès, tout va bien. Et le couple Bruel-Cécile de France fonctionne à merveille. Et là, il y a quelque chose qui vous permet de prendre une sacrée distance avec ce que vous avez écrit. C'est tout à coup, vous dites que si ce film avait été adapté avec comme toile de fond le Japon médiéval, pourquoi pas ? Ça fonctionne. C'est-à-dire que Claude Miller a raconté avec mon livre son histoire, son milieu familial, ses références, qui n'ont rien à voir avec les miennes,
Et cependant, ça fonctionne. Il a été fidèle à l'esprit, mais surtout pas à la lettre. En somme, il a fait une véritable adaptation et non pas une illustration. Ça renvoie l'auteur à une forme de modestie, peut-être? Absolument. D'abord de modestie, c'est-à-dire qu'il faut aussi s'arracher à l'idée que le monde entier a envie que les personnages du film soient conformes à ceux que vous avez en tête. Alors que, évidemment, le spectateur moyen n'a aucun souci de la ressemblance physique avec les véritables parents du narrateur. Donc c'est une école de modestie, mais c'est aussi une façon vraiment intéressante. Et là, je ne fais pas semblant de dire, vous savez, moi je laisse la liberté aux adaptateurs de faire ce qu'ils veulent. Non, il y a quelque chose de vrai. Je le disais autrefois quand j'étais étudiant en lettres, parce que j'ai étudié les lettres en même temps que la psychologie. À la faculté, on pouvait, grâce au jeu des équivalences, et je disais, l'œuvre, une fois qu'elle a été écrite, vous savez, ces grandes phrases, n'appartient plus à l'auteur, elle appartient... je le disais de façon complètement intellectuelle, mais quand il m'est arrivé de le vivre, j'ai vu que j'étais en accord avec moi-même. Oui, l'œuvre appartient à celui qui l'adapte. Par curiosité, j'ai tenté de consulter certains éléments biographiques et j'ai vu que vous étiez infiniment discret sur votre existence personnelle. J'ai vu que vous aviez la passion tout de même de la danse, de l'opéra, de l'informatique, ce qui m'a surpris. Pourquoi cette volonté de dissimuler des éléments qui peuvent être importants dans l'appréhension d'un auteur, d'un psychanalyste, une pudeur ou une sorte de conscience que ça n'est pas important? J'irais plutôt vers la seconde hypothèse, l'idée que, au fond, les détails sur ma vie intime ne sont pas importants ou pas intéressants en tant que tels. Et je reviendrai peut-être sur votre terme dissimuler. Je n'ai pas le sentiment de dissimuler. J'ai juste le sentiment de ne pas m'étendre sur ces questions. Vous savez, je vais revenir à un secret. Si un secret, et je tiens beaucoup à ce un secret, c'était appelé le secret de Philippe Grimbert, je pense qu'il aurait été beaucoup moins intéressant et qu'il aurait beaucoup moins touché le public, qui a pu s'identifier à ce jeune adolescent pliant sous le poids d'un secret, parce que c'était un adolescent dans lequel chacun pouvait se reconnaître, et non pas Philippe Grimbert avec son histoire personnelle. Donc il y a quelque chose, au fond, de délibéré aussi chez moi, c'est de dire, si tu veux laisser les gens s'identifier à tes personnages, si tu veux donner une portée universelle à ce que tu dis, et c'est très ambitieux, hein, mais enfin bon, quand ça se produit, on est très heureux, eh bien, ne parle pas de toi. Parle d'un adolescent, parle des effets du secret, et ça aura beaucoup plus d'impact. Alors, bien sûr, vous voyez que des choses ont dû transparaître, puisque vous dites que vous savez que je m'intéresse à la danse, et pour cause, puisque mon épouse a été danseuse à l'opéra, est devenue maîtresse de ballet, a été même l'assistante de Rudolf Nureyev, cette légende de la danse, ce qui m'a amené d'ailleurs à écrire un roman sur lui. Mais évidemment, ce sont des choses qui... peut-être qu'ils peuvent éclairer aussi pourquoi je me suis intéressé à ce domaine. Et qui peuvent dire que quand j'écris sur la danse, je sais un peu de quoi je parle. Voilà. Mais pour en revenir à un secret, il y a ce quelque chose qui fait qu'il était très important pour moi que ce roman ne soit pas impudique. Vous pourriez comprendre tout de même, et je n'en suis pas loin, ma bienveillante inquisition, la passion, la curiosité pour votre être intime, comme si il y avait là une clé, une source que vous cherchez chez les autres, mais pourquoi la refuser pour vous? Alors, d'abord, bien sûr que quand vous dites la bienveillante inquisition, c'est une jolie définition finalement de la psychanalyse. Hein. Mes patients seraient un peu inquiets de savoir que j'ai un côté inquisiteur. Peut-être parce que je suis assez négatif quant à cette transparence d'aujourd'hui, faire de sa vie quelque chose qui doit manifestement ou évidemment intéresser les médias et le public. Si j'ai la chance de pouvoir intéresser, ce que j'espère, un public littéraire ou intéressé par la psy avec ce que je produis, je crois que c'est plus intéressant que de les intéresser avec des détails plus ou moins croustillants de ma vie privée. Donc c'est quand même une démarche assez volontaire hein, de ne pas aller dans ce sens. Bien sûr que j'écris avec ce que je suis, mais j'ai le sentiment que ce que je suis est quand même alimente ce que j'écris, mais en dit suffisamment pour moi, sur moi, en ce qui me concerne, pour moi. Voilà. Le citoyen Grimbert fait-il une passerelle entre
le romancier, l'essayiste et le psychanalyste. Est-ce que, par exemple, la politique est-elle une préoccupation fondamentale pour vous? Je ne peux pas nier que, évidemment, je suis un citoyen, la politique a toute son importance pour moi, même si ça n'est pas une priorité absolue. C'est vrai que je n'ai jamais écrit d'essai politique. Encore que, mais non, je vous dis des bêtises, je n'ai rien écrit, je n'ai pas écrit un ouvrage sur la politique, mais on m'a souvent interrogé sur les hommes politiques. Évidemment, on a interrogé le psychanalyste sur l'homme politique. Et peut-être que il y a quelque chose dans mon regard de psychanalyste sur la politique qui fait que il m'est difficile de m'engager complètement politiquement, si vous voulez. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal, dans un débat, à donner complètement raison ou complètement tort à l'autre. Cette écoute que j'ai de l'autre fait que je trouve toujours des circonstances atténuantes à la pensée, même quand elle pas quand elle me choque trop, mais en tout cas quand elle est contraire à mes convictions. Je suis très intéressé par ça. Et je pensais à une phrase, je ne sais plus de qui elle était affichée chez des amis, tout comprendre, ce serait tout pardonner. Je ne me souviens plus qui a écrit ça, mais il y a un petit peu ce quelque chose de tout comprendre. Un peu comme quand on me dit souvent dans les débats autour d'un secret, mais est-ce que vous en voulez à vos parents de vous avoir caché la vérité? Et je dis toujours non, j'ai trop bien compris pourquoi ils l'ont fait. Donc il y a quelque chose en politique aussi qui m'intéresse, à la fois sur le désir de pouvoir, sur le fait que les bêtes, les animaux politiques sont des animaux qui m'intéressent beaucoup, qui sont un milieu de ce que je suis dans leur désir de pouvoir, quand on voit ce qu'est la vie d'un président de la République. Je veux dire, pour rien au monde, je dis bien pour rien au monde, je n'ai jamais eu ce fantasme-là. Si à 12 ans, je rêvais d'être écrivain, je ne rêvais pas d'être roi, prince ou président de la République. Pas du tout. Et ça, c'est quelque chose qui est resté très profondément en moi, dans la mesure où je me dis, il y a un psychisme très particulier. Alors donc, ce qui m'intéresse en politique, c'est le psychisme des politiques. Daignez-vous qu'à votre niveau, et d'une manière pas si simple que cela, vous exercez un pouvoir ? C'est une question compliquée parce que, alors, je peux y répondre d'abord en tant que citoyen, en tant que psy, en tant qu'écrivain. En tant que psy, c'est la chose dont je me méfie le plus. Parce que le risque majeur, en tant que psychanalyste, vous n'imaginez pas ce que c'est. Mais au fond, c'est drôle parce qu'au moment où je vous le dis, je me dis, je suis en contradiction puisque je dis, mais comment l'homme politique peut-il assumer d'être cette machine de guerre toujours en fonctionnement? Il se trouve que, en tant que psychanalyste, nous avons un pouvoir immense dont il ne faut évidemment pas user, ou dont il faut user à bon escient. Ce qu'on appelle le transfert fait que quand même, qu'on le veuille ou non, nous sommes pendant une période de la vie de certains individus la personne la plus importante pour eux. Avant leurs époux, avant leur famille. C'est le psychanalyste, celui à qui on va tout dire, celui qui va peut-être changer l'orientation de notre vie. Nous devenons, que nous le voulions ou non, par la grâce ou la disgrâce du transfert, la personne la plus importante du monde pour quelqu'un. Ce qui veut dire que dès que nous ouvrons la bouche pour dire quelque chose, cette parole va avoir évidemment une parole d'évangile. C'est-à-dire quelque chose qui peut en effet conduire quelqu'un par la suggestion là où il ne voudrait pas aller. Donc tout le jeu et le jeu subtil du maniement du transfert, c'est précisément de ne pas céder à cette tentation. Donc c'est très intéressant de voir que, au fond, la psychanalyse, c'est un renoncement au pouvoir permanent. Et l'écrivain? Alors oui, l'écrivain. Alors l'écrivain, c'est un peu plus simple à assumer, c'est-à-dire que si par mes livres, mon pouvoir a été de faire comprendre aux gens que le psychisme humain est quelque chose d'éminemment touchant et que les fragilités, les faiblesses, ce que certains condamnent comme étant de la lâcheté ou de la facilité, de la complaisance, sont pathétiquement des vertus ou des défauts humains, je pense que là, le pouvoir du psychanalyste peut... vous voyez, j'ai fait le lapsus, mais l'écrivain n'est jamais loin du psychanalyste. Nous avons ce pouvoir de sensibiliser les autres. On sait bien qu'il y a des livres qui ont eu des effets magnifiques et d'autres livres qui ont eu des effets extrêmement toxiques. Donc finalement, j'ai beau différencier, on n'en est pas si loin. Je veux dire, chacun de nous sait que certains livres ont infléchi sa destinée. Les polémiques de ces dernières années, Philippe Grimbert, MeToo, l'affaire Matzneff et d'autres encore,
sont-elles de nature à solliciter les trois personnages que vous êtes sur le plan professionnel? Oui, 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 absolument, absolument. Il y a bien sûr le sujet, l'humain, Philippe Grimbert, simplement, qui réagit à toutes ces questions. Et ces questions sont extrêmement, extrêmement délicates. On voit bien dans quels excès nous sombrons en ce moment. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Je veux dire que ne pas aller voir J'accuse parce que Polanski, je trouve que, enfin, je ne peux pas être du tout d'accord avec ça. Je suis toujours fidèle à cette phrase qui est devenue une tarte à la crème voltairienne sur je me battrai. Je suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Ça, c'est vraiment quelque chose. Au point que je pourrais me battre pour demander à ce qu'on n'interdise pas des écrits qui me révulsent. On ne peut pas, dans un pays comme le nôtre, interdire un livre. Ça me semble une aberration totale. Et c'est complètement contraire à ce que je pense. Même si je passerai ensuite des heures sur les ondes, si on m'en donne l'occasion, à essayer de détruire ce livre avec des arguments, mais sûrement pas avec le feu. Ça me rappelle de trop mauvais souvenirs. On ne peut pas interdire un livre. Est-ce que on a le droit de s'interdire de le lire? Je veux dire par là que, prenons Gabriel Matzneff, est-ce qu'à votre avis, refuser de lire les journaux intimes où il parle, par exemple, de ses expériences avec des tout petits enfants, est-ce que vous considérez que c'est une sorte de, j'allais dire, de morale un peu bigote, ridicule, ou est-ce que vous comprenez cette abstention? C'est extrêmement compliqué pour moi parce que je fais partie de cette génération qui a assisté, sans doute, je n'ai pas de souvenir conscient, mais à l'émission de Pivot où tout le monde souriait quand Monsieur Pivot disait « Alors, vous aimez bien les très jeunes filles ?» Et tout le monde, sauf Denise Bombardier, qui, elle, réagissait par avance comme nous réagissons aujourd'hui. Bon, mais elle était canadienne. Il y a quelque chose, un mouvement dans lequel on est pris quand même. Je suis un vieux 68ard et je pense que, je n'ose pas trop l'imaginer, j'ai pas trop envie d'y aller voir, mais que j'aurais été beaucoup moins choqué par tout cela en 68. Parce qu'il y avait en effet ce vent de liberté qui voulait que nous, autres jeunes intellectuels, nous trouvions que la liberté sexuelle absolue était quelque chose de formidable. Aujourd'hui, le vent a tourné, nous ne sommes pas du tout dans la même logique, et je pourrais même condamner ce que j'aurais pensé à l'époque. Donc j'ai un peu de mal avec ça. Je m'interdirais de lire les carnets de Matzneff, parce que pour les mêmes raisons, je vais vous surprendre, et je me surprends moi-même d'ailleurs en disant que j'ai eu beaucoup de mal et que je n'ai pas terminé Les Bienveillantes de Little. Parce que c'est terrible, parce qu'il faut aller au fond de soi et savoir qu'il y a un moment où tout à coup vous vous sentez dans une position de jouissance malsaine. Et Dieu sait que je suis révolté. Je ne sais pas si Dieu le sait d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je fais référence à Dieu, mais en tout cas, ce qui est dans ce livre est décrit comme l'horreur absolue, mais avec une telle complaisance, je me suis dit, en voyant le pavé, que j'allais passer quand même 3 mois avec cet homme, le héros des Bienveillantes, et surtout, j'ai surpris en moi quelque chose qui existait à l'époque, là aussi de ma jeunesse, où il y avait, je crois que c'était un auteur qui s'appelait Christian Bernadac, c'est curieux comme les noms reviennent, et qui racontait avec beaucoup de complaisance les horreurs des camps nazis. Et on voyait bien que les gens se délectaient à le lire. Il y avait quelque chose d'une jouissance morbide. Et c'est à ça que, quand je dis, si je m'interdis de lire un livre, c'est pour m'interdire cette jouissance morbide. Mais est-ce qu'au fond, vivre, tout simplement, Philippe Grimbert, n'induit pas une jouissance voluptueuse ou malsaine, parfois? Mais nous ne sommes faits que de ça. Nous ne sommes faits que de ça, mais... Comment dire, c'est comme si on disait, vous savez, aujourd'hui, de nos jours, on dit, le racisme, c'est pas bien. Enfin, il y a tout ce qui n'est pas bien. Mais je crois que ce qui est très important, c'est non pas de combattre, déjà, par exemple, on parle de racisme. Ce n'est pas de combattre le racisme à l'extérieur, c'est déjà de le combattre en soi. Qui de nous n'a pas eu, à un moment donné, un réflexe raciste ? Je veux dire que je crois que c'est très important, j'espère que c'est honnête de le confesser, mais ce qui est important, c'est de savoir l'analyser, le combattre et le condamner en soi avant de le condamner chez les autres. Enfin, les deux peuvent coexister, hein, heureusement. Mais il y a quelque chose de compliqué dans la nature humaine. C'est pas un psychanalyste que vous ferait dire le contraire. Bien sûr que nous sommes faits de ça et qu'il y a beaucoup en nous d'inavouable. Ah oui, peut-être que c'est important de ne pas l'avouer publiquement, mais il faut se l'avouer à soi-même. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, est-ce que tout comprendre, ça n'est pas risqué de tout relativiser? De même que ce serait peut-être risqué aussi de tout pardonner, comme je le disais tout à l'heure. Non, il y a des choses
impardonnable, et il ne faut pas tout relativiser. Non, je suis bien d'accord. Mais rassurons-nous, tout comprendre, de toute façon, ça n'est pas possible. Mais il y a quand même quelque chose, en effet, qui pourrait, comme ça, c'est peut-être un peu cette morale 68 art qui faisait qu'on se disait, oh, mais formidable, laissons nos pulsions parler. Vous savez, même Françoise Dolto a dit des choses terribles sur la séduction des enfants. Bon, je pense qu'elle a fait l'erreur, là, et j'étais embêté qu'on ressorte ce texte et cette interview de Françoise Dolto, parce que je pense qu'elle a eu tort d'écrire ça, et qu'elle a surtout eu tort de prendre quelques-uns des cas cliniques qu'elle a eus, où, en effet, peut-être y avait-il eu de la part de l'enfant aussi sollicitation de l'adulte, mais d'en faire une règle absolue, alors que ce sont des cas cliniques. Elle n'aurait pas dû en faire une règle. Bon, il y a quelque chose de compliqué de ce côté-là. Mais, je dis, cette vague où la libération de la pulsion, la prise de conscience de ce qu'étaient les pulsions inconscientes et de ce qu'elles pouvaient avoir parfois de terrifiantes, à condition qu'on sache les endiguer, qu'on sache en faire quelque chose, et surtout qu'on sache ce qu'on appelle, nous, en psychanalyse, les sublimer, c'est-à-dire en faire des œuvres d'art. Est-ce que cette belle complicité professionnelle que vous entretenez avec les intimités des autres, est-ce qu'au fond, elle vous conduit à vous gouverner vous-même dans la quotidienneté? Est-ce que c'est... La comparaison est absurde, je pense à certains francs-maçons qui essayent d'aimer les uns et les autres parce que, n'est-ce pas, ça correspond un petit peu à leurs devoirs, à leurs obligations. Est-ce que ça a une influence pour vous ? Oui, je pense que ça en a une. Je voulais juste, excusez-moi, mais j'étais en train de repenser à ce que je venais de dire sur la sublimation. Je dis, ces pulsions terribles que nous pouvons avoir tous en nous, il est important de les sublimer. Ce qui ne nous renvoie pas, on pourrait dire, mais alors c'est ce que Matzneff a fait puisqu'il a écrit des livres. Non, sauf qu'il n'a pas sublimé puisqu'il a agi avant. Là, je parle de sublimer sans agir, évidemment. C'est-à-dire de faire. Donc c'est important de le préciser parce que on pourrait toujours dire, ah ben voilà, il a sublimé après. Non. Sublimer, c'est en effet domestiquer une pulsion en soi, la reconnaître, en jouir dans sa tête et en faire une œuvre d'art, mais surtout pas dans l'acte. Voilà. Donc maintenant, la question de qu'est-ce que... Je veux dire, c'est presque une question de l'éthique et qu'est-ce que la fréquentation, au fond, vous n'imaginez pas ce que je peux entendre en une journée. C'est-à-dire que je me familiarise, en effet, et depuis des décennies, avec ce que l'humain peut avoir de complexe, de honteux, de petit, de grand, de lâche et de courageux. Et ça relativise aussi beaucoup l'image que j'ai de moi-même. Mais il est très important, et j'espère m'en être forgé une éthique. Une éthique qui, chez moi, est une éthique qui n'est pas dictée par la religion, qui est une éthique morale, personnelle, psychanalytique, qui fait que, en effet, ce serait une erreur de penser que le psychanalyste n'intervient jamais. Il m'est arrivé d'intervenir très fermement quand ce que j'entendais et qui risquait d'aboutir à un passage à l'acte me révoltait profondément. Et cette neutralité analytique, on dit toujours que le psychanalyste est absolument neutre, on n'intervient pas, il peut écouter tout sans sourciller. Ça n'est plus vrai. En tout cas, ça n'est pas vrai dans ma pratique. Il m'est arrivé de poser quelques interdits, ce qui pourrait faire sursauter ceux qui ne connaissent pas bien ce qu'est la psychanalyse. Mais c'est quelque chose que je m'applique à moi-même aussi, bien sûr. Ça aide à vivre ? Ah, c'est indispensable. Je me demande quel regard j'aurais pu avoir sur le monde, comment j'aurais pu écrire, qu'est-ce que j'aurais pu faire de ma vie si je n'avais pas connu et l'expérience personnelle de la psychanalyse et l'expérience professionnelle. C'est l'outil indispensable, ce sont les lunettes qui m'aident à traverser la vie. Est-ce que le bonheur a du sens pour vous ? Oui, mais oui, absolument. D'une certaine façon, à condition que le bonheur ne soit pas dicté par une morale quelconque, mais d'être en accord avec soi-même et ce qu'on fait, bien sûr. Mais j'aime beaucoup ces phrases, mais j'ai toujours peur de les citer parce ce sont des clichés. C'est le bonheur, on le reconnaît au bruit qu'il fait en s'en allant. J'aime beaucoup cette phrase, mais il y a quelque chose en effet qui fait que quand on se retourne sur sa vie, on sait qu'on a été heureux à certains moments. Mais je ne suis pas sûr qu'au moment où on traversait ce passage de notre vie, on était absolument conscient d'être dans le bonheur. C'est vrai qu'il y a un côté rétrospectif dans l'idée du bonheur. Est-ce qu'il est absurde de parler d'ailleurs de bonheur ? Est-ce qu'on ne devrait pas parler d'instant de bonheur ? Moi, j'en suis convaincu. Bien sûr, j'imagine mal ce que serait cette espèce de trajet glorieux dans le bonheur de toute une vie. Bien sûr que non. Bien sûr, des instants de bonheur. Mais c'est formidable d'avoir connu des instants de bonheur.
Il y a peut-être des humains qui n'en ont jamais connu. C'est terrible. Comment vivez-vous au quotidien, Philippe Grimbert? Je vis de mes passions. Et c'est vrai que je ne suis jamais aussi heureux que quand je suis en train d'écrire un livre. C'est ce quelque chose qui est quelque part dans ma tête toute la journée, qui m'empêche pas d'être avec les autres, et d'être avec les miens, mais c'est quand même vraiment cette balise, ce rendez-vous que j'ai avec mon texte, avec mon ordinateur, puisque malheureusement j'écris sur écran, alors que plus jeune, je pensais que j'écrirais toujours avec un joli stylo neuf sur un joli cahier avec la douce odeur de papier. Mais non. Le livre, la clairvoyance, j'espère, que peut donner la psychanalyse, c'est-à-dire de ne pas être dupe de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, ne pas être dupe de soi-même. Ce sont vraiment des guides dans ma vie. J'ai aussi des bonheurs très simples. Je suis, comment dire, des bonheurs très simples. Ce fait l'auteur qui se dit très modeste, vous voyez. Mais des bonheurs très simples, c'est quand même... je veux dire que j'aime le cinéma. Vous parlez d'informatique. C'est pas tellement que je m'intéresse à l'informatique. Je vais vous surprendre, c'est que j'aime les jeux sur ordinateur. Je trouve que c'est terrifiant. Je me demande comment d'ailleurs ils y arrivent très peu, comment les jeunes peuvent se détacher d'un écran pour aller faire leur devoir de maths, parce que ce que proposent comme séduction visuelle les jeux d'aujourd'hui, c'est éblouissant. Moi, je suis un grand adolescent devant les écrans, mais il se trouve que moi, ça ne m'empêche pas de faire autre chose, mais je comprends. Et d'ailleurs, quand je vois beaucoup de parents qui viennent me voir en me disant mon fils passe beaucoup de temps devant les écrans, et je dis toujours aux jeunes, mais comme je te comprends. Et c'est mieux que de lui dire c'est pas bien. Mais commencez par lui dire comme je te comprends, ensuite l'amener peut-être à... Et parfois même, je demande aux parents, jouez avec lui, vous allez voir, ça va instaurer un rapport différent entre vous, l'écran. L'écran ne sera plus l'ennemi déjà. Vous pourrez parler de quelque chose que vous connaissez. Au regard de tout ce que vous venez me dire, est-ce que vous parvenez parfois à sortir des autres pour vous offrir vous-même aux autres? Je crois, je me connais... quelques qualités et beaucoup de défauts, mais je crois sincèrement, et ça je l'éprouve quand je vais rencontrer un public ou des jeunes lycéens ou collégiens, et je crois que je suis très généreux. Je crois que j'arrive à donner beaucoup de moi-même, en toute sincérité, parce que j'aime ça, à un public. Et c'est d'autant plus touchant pour moi que, un petit aveu d'ancien névrosé, c'était la chose qui me terrifiait le plus. Aller parler en public, mais j'en étais à prendre un calmant la veille parce que ça pouvait m'empêcher de dormir. Aujourd'hui, c'est un vrai bonheur, un vrai plaisir. Ça, c'est une victoire. Parce que vous avez l'impression de convaincre? Ou c'est le pur bonheur de parler? Les deux. Mais absolument les deux. Oui. Quand on voit, j'ai découvert un nouveau plaisir. Je ne connaissais pas, c'est-à-dire de sentir une salle en face de vous comme un corps dont vous saisissez les réactions. C'est-à-dire que vous sentez quand vous commencez un tout petit peu les ennuyer, hop, vous pouvez changer de direction et vous voyez que la salle se remet à vivre comme un grand corps qui réagit à ce que vous dites. Donc c'est un vrai bonheur et qui va à la fois dans la conviction. C'est vrai que quand je peux faire passer un message, un de mes grands bonheurs, deux de mes grands bonheurs. Le premier, c'est quand un jeune homme ou une jeune fille vient me voir et me dit, vous savez, j'aime pas lire, mais votre livre, vraiment, je l'ai dévoré. Alors là, ça, on peut pas me faire plus plaisir. Et quand les gens viennent dire, vous m'avez réconcilié avec la psychanalyse. Ça aussi, ça me fait plaisir. Cette parole, est-ce que ça n'est pas à nouveau une forme de pouvoir? On y est, bien sûr. Vous avez raison. L'amour conjugal, puisque vous avez bien voulu évoquer votre épouse, est-ce que c'est quelque chose de difficile? Est-ce que Pavese parlait du dur métier de vivre? Ou c'est une allégresse du quotidien parce qu'on a rencontré enfin l'être dont on avait besoin? Le dur métier d'être marié. Mais c'est formidable de se dire que quand on peut, en effet, sur la durée, construire avec quelqu'un une relation dans laquelle vous vous dites que la vie ne serait évidemment pas la même, et même serait nettement plus terne si vous n'étiez pas en permanence avec cette personne. Cette permanence veut dire aussi qu'on peut prendre des distances, fort heureusement, et ne pas être fusionnel, parce que ça, fusionnel est quand même le risque majeur dans un couple, parce que la fusion, ça n'existe que fantasmatiquement, donc ça ne peut être que à un moment ou à un autre déçu ou détruit. Mais une rencontre qui dure et qui se construit, c'est une victoire. C'est une victoire. Comment vous dire, Philippe Grimbert,
Comment voyez-vous votre avenir? Ce qu'il en reste. J'ai eu ce moment d'hésitation parce que je me demandais si c'était une question convenable pour quelqu'un comme vous. Mais l'avantage avec quelqu'un qui, comme moi je l'espère, a fait une analyse assez complète, c'est que on peut vraiment lui poser toutes les questions. Rien ne me gêne. Mais je dirais que plus j'avance en âge, plus je sais ce qu'est le carpe diem, c'est-à-dire comment chaque jour. Mais moi qui étais quelqu'un d'impatient, il fallait qu'on soit déjà au mois suivant. Là, vraiment, chaque journée, je sais profiter de ce que la vie peut apporter, d'autant quand on sait que, paraît-il, on va mourir un jour. Vous comprenez la peur panique de la mort? Oui. Oui, je la comprends, mais je ne la connais pas. C'est-à-dire que j'ai eu la malchance dans ma vie de rencontrer quelque chose qui aurait pu ressembler à la mort, et le fait de l'avoir côtoyé m'a enlevé toute peur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'une tranquillité absolue par rapport à ça. J'espère que ce ne sont pas des vœux pieux. Il y a une étrange tentation qui saisit celui qui vous questionne, Philippe Grinvert, parce que vous êtes tellement attentif, bienveillant, profond, qu'on est presque tenté en réalité de parler de soi et de vous demander tout le temps ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez souvent éprouvé dans la vie, ça, des êtres qui sont tellement, non pas passionnés par eux-mêmes, mais désireux de se voir éclairés, qu'ils vous sollicitent à outrance? Oui, je peux pas... Et qu'il rêve de vous avoir pour ami. Oui, je ne peux pas nier que ça arrive. Mais vous savez, le fait d'être psychanalyste fait que vous avez quand même, par rapport à l'autre, quelque chose que vous connaissez bien, vous, Philippe Bilger, parce que vous savez écouter les autres. C'est-à-dire que vous n'êtes pas quelqu'un qui, dans la vie courante, on le sait, on le voit tous les jours avec les gens, quand vous parlez à quelqu'un, il trépigne d'impatience de placer ce qu'il a à dire lui. Au dépend complètement de l'autre. Cette capacité que nous avons, je crois, puisque vous me faites la grâce de me dire que je l'ai aussi, c'est de savoir écouter. Et ça, c'est extrêmement précieux, parce que je vous assure que je ris quand je vois des gens dans des soirées ou même dans des lieux publics. Pendant que l'un parle, on voit l'autre qui trépigne. Il n'est pas du tout en train d'écouter ce que dit l'autre. Il est en train de dire, d'ailleurs, sa phrase à lui va commencer par « moi ». En général, la phrase de l'interlocuteur commence par « moi ». Et c'est ce qu'il attendait de placer depuis toujours, son « moi ». Vous avez de grandes admirations aujourd'hui? C'est le aujourd'hui qui me pose question, parce que j'ai de grandes admirations évidemment historiques, littéraires, mais qui sont toutes évidemment pour des personnes qui ne sont plus de ce monde. Est-ce que j'en ai? Curieusement, mais c'est peut-être parce que j'ai entendu récemment Robert Badinter s'enflammer à propos de la tête de Macron sur une pique, et j'ai été très touché par sa colère. Et c'est quelqu'un évidemment qui a eu dans l'histoire, il me vient non pas parce que c'est la personne que j'admire le plus au monde, mais je l'admire, mais c'est parce qu'il y a une actualité qui fait que je l'ai entendu défendre la République et la démocratie d'une façon formidablement enflammée, avec une saine colère, ce qu'on appelle vraiment une saine colère, et c'est quelqu'un quand même qui a pris la mesure... C'est pas une mesure politique, c'en est une bien sûr, mais c'est une mesure éthique, morale, formidable de l'abolition de la peine de mort. Donc vous avez des gens qui portent une démarche comme celle-ci sont l'objet pour moi d'une grande admiration. Admirer de très grands auteurs morts, est-ce que ça n'interdit pas d'écrire? Mais ça a failli, parce que justement, j'étais tellement imbibé de littérature et contemporaine et classique qu'il m'était très difficile alors dans mon côté présomptueux de jeune homme, d'adolescent ou de jeune adulte, je pensais les dépasser, mais enfin ça c'est ce vieux mythe de tuer le père que tout le monde connaît. Donc ça peut être inhibant tant que vous n'avez pas trouvé ce qu'est votre voix, et souvent curieusement, ma voix a été dans la simplicité. Et être simple, pour moi, c'était compliqué. Je vais être très simple et un peu dans le chagrin, Philippe Grinvert, puisque je vais vous dire au revoir. Au revoir, Philippe Bilger. Merci beaucoup. Nossa